Bonjour, bonjour. Alors comme je me suis plantée au début du constat, j'ai pas mis le bon format, je suis obligée d'enregistrer, de faire tout un tralala, j'ai du mal à expliquer ça, peu importe, en tout cas le résultat est là et on va pouvoir écouter le constat qui sera en deux parties parce que justement la première partie je me suis plantée de format, mais bon. Allez, on démarre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, bah écoute, on a changé d'endroit, il n'y a plus le chemin. C'est pour se déconditionner. Tu vois, il y en a marre des automatismes et tout, faut changer un peu tout ça. Tu crois que c'est ça? Regarde, il y a une belle plante là devant nous. Tout à fait. Bon, alors, j'ai une petite question. Oui. Dis-moi, est-ce que tu connais la loi de l'attraction? Oui. À force de penser quelque chose, soi-disant, à force de penser à quelque chose, soi-disant qu'on l'attire. On attire ces choses-là. À force de vouloir quelque chose, on finit par l'obtenir. Ça, c'est un peu New Age aussi, hein. Oui, c'est le truc, être positif, pour attirer les choses positives, etc. Mais si on fait un parallèle aussi par rapport à ce qui est dit dans les religions, si tu veux vraiment quelque chose et que tu le demandes vraiment avec ton cœur à Dieu, tu finis par l'obtenir. Il y a la puissance de la prière, de l'invocation, etc. qui peuvent t'aider. Donc tu as un contrôle quand même, sur ta destinée. Ou est-ce que c'est aussi, alors on va repartir dans ce délire de libre arbitre et destinée, enfin c'est pas un délire, mais c'est, c'était un casse-tête, on a fait énormément de constats dessus parce que pour démêler tout ça c'était pas évident. Mais est-ce qu'on repart encore dans cette histoire de même le fait d'avoir l'impression de pouvoir interagir sur cette destinée, est-ce que c'est pas de l'ordre de l'illusoire? Oui, mais après, la confusion elle est facile, c'est que tu ne peux pas changer ce que ton corps fera en cette vie, dans le sens que tout est inscrit d'avance. Mais ça ne t'empêche pas de te positionner d'une certaine manière, de façon à justement, pour que la suite se passe comme le fait de se positionner en regard de Dieu d'une manière continue, c'est ça la position qui fait qu'on s'approche le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre dans laquelle on est en train de jouer. Donc on peut interagir après notre mort, mais interagir dans cette vie-là, ça c'est une illusion. Ben, c'est une illusion. En tout cas, tout ce que ton corps fera est inscrit en lui à la naissance. C'est inéluctable, le destin il est inéluctable. Oui, mais et après, quand tu te positionnes d'une certaine manière, c'est là où ton libre arbitre se trouve. Ce qui veut dire que tu vas accomplir ce que le destin t'impose avec une position qui est celle de la pensée où tu es le plus près possible de la volonté divine. Voilà ce que tu peux faire. Oui, mais il y a une réalité quand même qu'il ne faut pas mettre de côté. Quand tu rayonnes, quand tu es dans une attitude d'ouverture, tu attires quand même à toi des choses rayonnantes aussi. Oui. Donc ça a un impact dans cette existence. Oui, mais simplement, ça ne t'empêchera pas de faire ce que tu dois faire, ce qui est écrit pour toi. J'en reviendrai dans le personnage clé dont je parle tout le temps, c'est Gandhi. Il est guerrier, c'est un guerrier, lui c'est un révolutionnaire, il a fait la révolution. Il a viré les Européens, enfin les Anglais de l'Inde. Oui. Voilà ce qu'il a fait, si on veut regarder ça par un certain bout. Simplement, il l'a fait d'une façon
qui fait que c'est pas n'importe qui. Donc lui, il était dans cette position de demander à Dieu la grâce d'une manière continue. Voilà, il y était, lui, dans cette posture. C'est ce qui lui a permis d'accomplir les choses de la façon dont il l'a fait. Bon, donc, tout ce qui nous arrive, les faits, tous les actes, etc., c'est écrit. Voilà. On peut le faire soit en rayonnant, soit en ne rayonnant pas. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. C'est ça, c'est pas autre chose. Et en rayonnant, eh bien, on attire des choses rayonnantes qui nous permettent de vivre ces choses-là, ces épreuves. Oui, mais après tout ça, il faut voir, bien sûr, ces choses-là, après, il faut voir la manifestation de ces choses-là se fait en succession. Donc, ça veut dire que à quel moment est-ce qu'il va y avoir tel événement qui va se manifester de telle façon, ça, c'est un autre ordre. Mais autrement, on vit toujours dans la simultanéité aussi. Tu comprends? C'est ça, c'est-à-dire qu'on fait ce que le destin nous impose, mais on peut le faire avec une attitude ou une autre. Ça, on est dans la simultanéité, là. Bon. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Pas spécialement, mais enfin, je comprends que ce soit difficile à, disons, à appréhender, mais il faut bien réfléchir et qu'il y a des plans qui se chevauchent, il faut arriver à mettre tout ça en place. Hein. C'est pour ça que je donnais l'exemple toujours de la pièce de théâtre, parce qu'elle est bien précise. Elle te donne l'emplacement où tu ne peux pas échapper et l'emplacement où tu as ton libre arbitre. Donc, tu ne peux pas échapper au fait que tu vas jouer tel rôle et pas un autre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dans ton libre arbitre, t'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre, de manière à jouer ton rôle en conformité avec cette pensée. Voilà ce que ça représente. Bon, en tout cas, l'auteur de la pièce de théâtre, il veut qu'il y ait du vent aujourd'hui. Eh ben alors. T'as vu un peu? Alors, par contre, maintenant, je voudrais passer à autre chose, hein, sans transition. Je voudrais qu'on parle de cette maladie du siècle qui consiste à ce qu'il y ait entre les êtres humains un mode relationnel complètement pipé. C'est-à-dire que les gens, quand ils se parlent entre eux, ils sont, toujours dans la projection de ce que l'autre peut penser, doit penser, pensera, a pu penser. Alors voilà, je vais te dire, c'est exactement, tu n'as pas été bien loin par rapport à la destinée, c'est exactement cette position qui est la position où le personnage, chaque personnage ne se préoccupe pas d'être en accord avec la pensée de l'auteur, mais il répond à des paroles d'un autre acteur dont il ne connaît pas le rôle. Donc, comment veux-tu t'y prendre, là? Ça devient un dialogue de sourds, et c'est ce qui se produit. Alors, on a pu avoir l'impression de se comprendre, parce qu'à un moment donné, les mots sont ce qu'ils sont, mais je te dis, c'est comme deux personnes, oh, t'as une fenêtre, l'autre a une autre, puis il y en a un qui dit, t'as vu ce tel arbre? Ah, dit, oui. Puis après, t'as vu, il est vert, oui, il est grand, oui. Ça dure un bon moment, mais tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas en train de regarder le même arbre. Tu comprends? Voilà ce qui se passe. Tandis que quand tu es en accord et que tu es concentré uniquement sur la volonté de l'auteur de la pièce en question, c'est-à-dire sur sa pensée, ce qu'il te demande, c'est ça qui te met en accord avec l'autre acteur qui est en face de toi. Autrement, il n'y a pas moyen. De toute manière, il n'y a pas moyen. Alors ça peut, par la grâce de Dieu, se présenter que les choses ont l'air d'être, que ça coule de source, parce que les personnages y sont sans s'en rendre compte, c'est toujours possible ça. Mais je veux dire, d'une façon générale, c'est la raison pour laquelle il y avait des attitudes qui sont bien recommandées dans tout cadre traditionnel. Actuellement, on s'en fout de tout ça. On est rentré dans un autre cadre qui est le cadre le plus inférieur, c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle de nos jours la psychanalyse ou la psychologie, c'est-à-dire qu'on va en dessous de tout, on ne va pas en dessus. On ne se lève pas de manière à toucher la pensée de l'auteur, on dégringole de manière à toucher ce que peut représenter l'essence. C'est cuit, là. En fait, voilà, on peut donner peut-être un exemple de comment dire,
de dialogue de sourds en fait, hein, parce que c'est un dialogue de sourds qui s'établit entre les gens. Oui, oui, hein, oui. Puisque tiens, donne cet exemple que tu m'as donné. Alors je pense qu'il va falloir, parce que j'ai oublié de mettre la mémoire qu'il faut, il va falloir arrêter et faire une suite. Parce que j'ai plus assez de mémoire avec mon enregistreur. Ah ben, tu fais comme tu Donc penses. on a encore 5 minutes et puis on fera une suite Ouais, si tu avec veux. les bons réglages. Je suis désolée. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement avec cette dame qui t'a demandé... Ah oui, ben voilà. oui, voilà C'est un bon exemple. Je suis trouvé au téléphone avec quelqu'un que je ne connais pas et que j'ai eu une fois au téléphone comme ça dans C'est une pas boîte. ça. C'est pas cet exemple-là. C'est l'exemple de la dame du parking qui t'a demandé est-ce que vous... Ah oui, d'accord, oui, mais là j'étais moi simplement dans un parking. Voilà, donc à un moment donné, je suis c'est un parking privé, mais j'étais avec quelqu'un qui attendait quelqu'un qui lui fait partie de ce lieu, donc qui vient lui se parquer là parce que c'est aussi chez lui, toi c'est un truc collectif. Et puis bon, moi je fais pas partie du jeu, mais comme on attend un personnage, on reste assis les deux dans la voiture, et puis voilà, moi j'attends que l'autre vienne, puis après je pars. Alors il arrive une dame qui, je présume, fait partie de ce lieu, de cette résidence, et puis qui vient me poser la question. Elle me dit, vous cherchez quelqu'un? Puis moi je dis non, je cherche personne, je vous remercie. Je cherche personne. Puis ça lui paraissait bizarre. Elle était outrée de ta réponse. Ça lui paraissait bizarre que je réponde ça, mais en réalité je ne cherchais personne. Donc toi, tu as répondu voilà, à ta moi j'ai question. répondu à la question qu'on m'a posée. En fait, ce qui est... Alors après, ce que c'est qu'effectivement on me demande ça pour que je dise, pour que je justifie ma présence, mais ça moi je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, puisque je ne peux pas y être moi-même. Donc au lieu d'être claire et de dire qu'est-ce que vous faites là, elle passe par des chemins détournés. Voilà. Donc en espérant que toi tu comprennes Oui, qu'elle c'est tout simple, elle est était dit d'une polie, manière d'ailleurs. cachée, etc. C'est simple et ça a été poli, mais je veux dire, c'est juste ce petit truc qui fait qu'on pose une question qui est finalement quelque chose pour t'amener à une réponse qui n'est pas en rapport avec la question réelle. C'est juste pour eux. Donc il faut faire tout un gymnastique mental qui est à la mode actuellement, où tout le monde l'a fait spontanément, moi pas. Oui, donc ça crée des rapports alambiqués. Au lieu d'être clair et net, les gens ils passent par des chemins détournés. Voilà. Bon. Et ça vient de quoi? Ça vient c'est qu'on chacun cherche toujours à vouloir répondre ou dire quelque chose en rapport à la pensée de l'autre. Mais la pensée de l'autre, personnellement, je ne suis pas suffisamment indiscret pour chercher absolument à savoir ce qu'il pense. Il pense ce qu'il veut. Moi, je lui réponds à ce qu'il me demande, et puis je réponds à ce que je fais personnellement. Et tu crois que cette déformation, ça provient de la psychologie moderne? Oui, bien sûr. Actuelle? Bien sûr, c'est toujours ça. Un truc, il ne veut jamais dire ce qu'il dit, il veut toujours dire autre chose. Ça sous-entend toujours quelque chose. Voilà. Et c'est donc, ça? ce sous-entendu, c'est un sac de problèmes continus. Et tu crois que c'est ce qui crée des problèmes entre les gens, dans les couples, dans les familles, etc., etc. Je dirais que c'est pas ça, c'est simplement la manifestation. Parce que quand je dis ça m'intéresse pas, moi, de rentrer dans ce cadre-là, c'est pas que je le connais pas. C'est pas difficile de voir. On comprend bien que les gens parlent de cette façon. Moi, je suis habitué, je suis aussi né en Occident, je vis dans ce monde. Donc, je sais très bien où ils en veulent venir. Simplement, je ne veux pas m'intéresser à rentrer dans cet ordre d'idées, tout simplement, parce que pour moi, c'est de l'indiscrétion. Ce qui veut dire que je réponds aux questions qu'on me pose. Voilà. Basta. C'est tout. Et puis, de manière à être en conformité avec la pensée de l'auteur, c'est-à-dire je suis poli avec cette dame et j'ai une attitude qui fait qu'elle peut continuer à me questionner
si elle a quelque chose à me demander. D'ailleurs, elle ne m'a pas cherché des misères. Mais elle était outrée quand même. Ah, quelque part, j'ai bien vu que ça lui a fait un effet que je réponde ça. Mais elle n'a pas insisté parce que moi, comme je n'avais aucune agressivité, j'étais pas en train de le penser, occupe-toi de tes oignons. J'étais simplement en train de répondre à la question. Voilà. Mais les choses vont tellement loin que si tu réponds réellement à la question de la personne qui a des idées, des arrière-pensées finalement, la personne a l'impression que tu te moques d'elle. Oui, c'est possible, mais simplement comme je te dis, ça c'est une façon d'y aller où justement il faudrait couper court. C'est une maladie en soi, cette histoire. Là, il faudrait couper court, mais au lieu de couper court, non, on prolonge et on prépare des personnages qui en font une science. Tu vois, la psychanalyse, c'est ça, c'est qu'on fait une science de tous les choses qu'il faudrait élaguer. En fait, toi, tu dis que, un petit peu, quand toi, tu refuses de jouer ce jeu-là, parce que tu as fait une comparaison avec le musicien. Oui, c'est-à-dire, je ne me souviens pas de la comparaison que j'ai pu faire avec le musicien. Tu joues la musique qu'il faut, quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. Autrement, chacun joue la sienne. Il y a un orchestre. Non, mais si quelqu'un joue une musique et que tu veux le suivre, tu le suis en fonction de la musique qu'il joue. Voilà, mais tu joues par rapport à la musique qu'il joue, mais par rapport surtout à l'auteur de cette musique. Autrement, si, parce que lui, il peut se tromper dans sa musique. Moi, tu n'es pas obligé de te tromper toi-même. Tu vois, dans un grand orchestre, chacun a une partition. La partition, elle sort du même auteur, et puis tout le monde joue le morceau qui lui revient. Il n'en joue pas un autre, mais il regarde bien la partition pour jouer juste ce morceau. Il n'est pas en train de jouer par rapport à l'autre là-bas au fond qui a fait ça, donc moi je vais faire ça parce que lui fait ça. Ça n'a aucun sens. Ça crée des rapports compliqués. C'est le règne de l'individualisme, c'est-à-dire où chaque individu se trouve isolé et en rapport simplement qui croit direct avec un autre individu. Alors c'est une impossibilité puisqu'il ne connaît pas cet individu à l'emplacement où il faudrait alors à ce moment-là le connaître. C'est-à-dire que ce que tu en vois, ce que tu en connais, c'est toujours la partie visible de l'iceberg, comme on dit. Oui, en fait, mais toute la partie cachée, il n'y a pas moyen. Bon, et je suis obligé de couper, on continue. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. On se préoccupe. On a l'impression d'être dans l'empathie et dans la compréhension de l'autre, en essayant toujours de se mettre à sa place, mais l'autre n'est pas forcément à la place où tu le crois, donc finalement, ça déforme les relations. En fait, c'est une diablerie, dans le sens que s'il n'y avait pas cette complication et cette torsion, on pourrait pas, personne ne pourrait spéculer sur le dos de son voisin parce que c'est plus possible. Là, il y a tout intérêt à ce que chacun se retrouve isolé. Diviser pour régner, ça veut rien dire d'autre à un moment donné. C'est que chaque individu se retrouve seul. Même dans sa famille, il a beau être en famille, il est seul. Ce qui veut dire que quand tu es seul, tu es quand même beaucoup plus craintif à quelque part que quand tu as affaire simplement à deux personnes. Donc là, les bandes de rapaces, de charognards, qui sont en train de tout le temps se vouloir spéculer et manger tout ce qu'ils peuvent sur l'humanité, ils ont le beau jeu, et c'est la diablerie, c'est que pour mettre les gens dans une posture qui les rend faibles, qui les rend incapables de se défendre. Mais si on retrouve la position originelle, ça s'arrête. Et il n'y a plus de guerre. Les guerres s'arrêtent, ou bien alors les guerres ont tout un autre sens. Tu sous-entends qu'il y a manipulation et que la psychanalyse, ça fait partie de ces... Bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'un psychanalyste est au courant de ce qu'il est en train de faire. Il peut le faire sans se rendre compte qu'il est en train de faire quelque chose qui est complètement négatif ou nocif à son patient. En fait, un psychanalyste, il y avait une blague là.
tu peux la dire. C'est quoi? Sur la personne qui fait pipi au lit. Ah oui, bon, oui, ça c'est la blague connue, c'est que à un moment donné, un personnage, il fait pipi dans son lit, puis ça le gêne, il sait pas comment faire pour se débarrasser de cette histoire, il n'y arrive pas. Puis à un moment donné, on lui dit, ben écoute, va voir tel et tel, un psychanalyste, il va peut-être t'aider. Puis effectivement, il va faire quelques séances, puis tout d'un coup, son copain le revoit, puis ça avait l'air d'aller. Et il dit, alors ça va mieux? Il dit, ouais. Il dit, ben alors, ça finit, t'as fini de faire pipi dans ton lit. Il dit, non, ça je continue, mais par contre ça me gêne plus. Voilà. C'est ça la psychanalyse. Oui, c'est qu'on fixe les personnages dans une position de manière à les déresponsabiliser, pas qu'ils se remettent en question. Ouais, voilà. Donc ça veut dire quelqu'un se culpabilise parce qu'il fait ceci ou cela. On va lui enlever la culpabilisation. C'est-à-dire qu'on favorise la faiblesse, mais pas le faible. Non pas qu'il faille continuer à culpabiliser, mais ce qu'il faut, c'est essayer, c'est là aussi le djihad, c'est de se surpasser. Mais il faut avoir les outils. Parce que quand tu te culpabilises, ça ne veut pas simplement dire que tu te détruis de quelque part. C'est un avertissement, ça te signale quelque chose. À toi de rentrer dans la chose qui est signalée. Voyons voir, on me signale ça, que se passe-t-il? Effectivement, tu vois bien par simple logique, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc on va faire le nécessaire pour que ça s'arrête. Et tu cherches donc les solutions qui permettent ça. Et puis quand tu es dans cette attitude-là, il y a d'autres moyens, il y a d'autres personnages, il y a d'autres médecines que des histoires à dormir debout comme on est en train de nous raconter. Alors, quand quelqu'un te demande l'heure, tu réponds l'heure sans te poser la question pourquoi il m'a demandé l'heure, il m'a peut-être demandé l'heure parce que si, parce que là, c'est ça la diablerie. Oui, bon. Tu sais que tout le monde fonctionne comme ça. Hein. Oui, bon. Je m'en suis bien rendu compte. C'est pour ça que c'est la maladie du siècle. Je m'en suis bien rendu compte, mais j'entends ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de raison de vouloir rentrer là-dedans, parce qu'on finit toujours par être complètement à côté de la question. Moi, je ne cherche pas à savoir qui est quoi, et si, oui, sauf si ça m'intéresse personnellement, j'y pose la question, ou je vois ce qu'il fait. Voilà, en plus, ça crée de la suspicion. Ben, on en est là, oui, toujours. On est dans l'époque où tout le monde se méfie de tout un chacun, parce que actuellement, qui sait qui peut... tout le monde se méfie de tout. Tu vois, puis on pourrait presque dire à juste titre, oui, parce que... Oui. Voilà. Parce que maintenant on se dit, tiens, il m'a dit ça, parce que peut-être si, parce que peut-être là, et qu'est-ce que ça voulait dire que si... Alors que si on s'en tient à un truc basique, finalement, hein, on est dans des rapports simples, voilà. On appelle un chat, ouais. Et point. Alors, disons, ce que ça permet, c'est d'avoir une certaine objectivité soi-même, parce qu'après, tu as ton discernement qui t'indique bien ce qui se passe, mais tu n'es pas systématiquement dans la suspicion. Non, mais même, quand bien même l'autre aurait dit telle chose en pensant vouloir dire telle autre, ou en cachant telle autre pensée, c'est lui et son problème. C'est son histoire. C'est son histoire, c'est pas la tienne. Voilà. Et c'est ça, Nia. C'est la pureté dont on parle dans l'islam. Être dans un état de Nia, c'est-à-dire être simple d'esprit, hein, en fait. Pas simpliste, simple d'esprit. Ah, mais la simplicité d'esprit, de nos jours, elle est confondue avec comment est-ce qu'on appelle ça? Le simpliste. Oui, avec le personnage où il manque... qui manque de dimension, voilà. Où il manque certains rouages. Qui n'a pas de psychologie. Oui, voilà, donc quelqu'un de simple, c'est tout simplement qui va pas chercher les poux parmi la paille, voilà, c'est tout. Midi 14h, comme disait ma grand-mère. Non, mais on est dans un monde comme ça d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. C'est pour ça que quand on nous parle après, pour moi, tu vois, le simple, tout simple ABC d'un discernement, quand tu entends tout le monde de la finance politique et tous ces braves gens-là qui se présentent comme étant l'élite de notre société, et que tu vois la magouille générale dans laquelle tout ça baigne,
cette sauce infecte dans laquelle tout se joue. Où veux-tu aller? Et ça, c'est une maladie qui vient de l'éloignement de son principe, c'est-à-dire quand tu perds de vue la dimension exacte de ce que représente un homme, et donc tu perds de vue la dimension de ce que représente l'univers, tu perds de vue la raison d'être de toute chose, et puis tu n'es uniquement manipulé par les forces obscures, qui, elles, te tirent constamment par les pieds, et plus tu te laisses tomber, plus tu tombes vite. Voilà, donc on a affaire, en fait, comme je disais par rapport à la machine, où la machine, elle est là uniquement, la réalité, c'est qu'elle est là uniquement pour détruire l'homme. Elle n'est pas venue sur Terre pour autre chose. C'est son rôle. C'est tout, elle n'a pas d'autre rôle, donc c'est inutile de penser qu'on peut inventer des machines et puis on va faire ci, ça dépend qui l'utilise. Ça, c'est tout du bouillon pour les morts. Ça n'a aucun sens. La machine, il ne faut pas la laisser apparaître. À partir du moment où elle est apparue, c'est fini, c'est trop tard, elle te grignote. Et au début de ce machinisme, il y a des personnages qui étaient présents et qui l'annonçaient, qui le disaient, et ils ont eu beau taper à coups de masse sur les machines ont été plus vite qu'eux, c'était trop tard. Il n'y a qu'à retrouver l'histoire concernant les chemins de fer, les gens qui se mettaient en travers des bois pour empêcher de passer ça, c'était le diable qui arrivait, on les a pris pour des crétins, mais la réalité, ils avaient raison. Ils avaient peut-être tort d'avoir raison de cette façon-là parce qu'ils ne se sont pas réussi à s'expliquer comme il faut, mais toujours est-il qu'ils avaient bien compris que là, ils étaient en train de se faire manger. Un peu comme ces gens qui font de la désobéissance civile actuellement, que ce soit les faucheurs d'OGM, les gens qui veulent pas une usine ou je ne sais quoi de nucléaire s'implante. Bien sûr, c'est gros comme une baraque, c'est gros comme une maison de voir que c'est une aberration. L'OGM, c'est une aberration, pas parce que Monsanto gagne du fric, si c'était que ça encore. S'il nous faisait quelque chose de bon, qu'il est en train de faire quelque chose de magnifique, véritablement pour l'humanité, qui prenne tout l'or du monde, qu'est-ce qu'on en a bien à battre? L'histoire n'est pas là. C'est qu'en fait, il est en train de faire tout ce qu'il peut pour créer un déséquilibre dans la nature, et ce déséquilibre, comme il ne peut pas être, la loi karmique, c'est ça, c'est le rétablissement de l'équilibre, ça veut dire que l'ensemble de cette collectivité va devoir payer la casse de ce déséquilibre créé par une poignée de guignols qui se prétendent être des élites. J'entends, faut stopper la machine là. En plus, concernant l'OGM, c'est même trop tard parce que même tout ce qui n'est pas OGM, avec justement le vent, qui dissémine un petit peu toutes les, comment on appelle ça, les pollens, etc. Tout se généralise à un niveau planétaire. Alors c'est bien clair que tu vois, c'est comme je te dis, en fait ces gens-là, c'est des fous. Je ne peux pas les appeler autrement. C'est simplement ces fous sont en train de démolir tout et en prétextant qu'ils sont en train de sauver tout. Et oui, je vais te dire, moi je vais leur prêter du crédit jusqu'à un point où peut-être bien qu'ils y croient qu'ils sont en train de sauver tout. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas de croire. Ils ont des bonnes intentions. Ah, mais l'enfer en est pavé. Ouais. C'est pas un problème, ça. L'histoire, c'est à un moment donné. Au début, c'était quand même pour que toute l'humanité puisse manger. Oui, mais ça, c'était énoncé comme ça. Voilà, mais ça, c'est un prétexte. Alors, c'est un prétexte, et celui qui a annoncé ça, peut-être qu'il était sincère, mais il ne voyait pas qu'il était simplement manipulé par des forces qui lui échappent. C'est tout. En attendant, l'humanité, il y a autant de gens, et sinon plus, qui meurent de faim par jour. Mais il y en a plus qu'avant, il ne faut pas te faire de soucis, chaque jour ça augmente. Il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là. Il y en a qui meurent plus de faim, pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans les guerres qui sont en train de se faire. Alors évidemment, ceux-là ne meurent plus de faim, puisqu'ils sont déjà morts avec une balle dans la tête. C'est pas un souci. Mais je veux dire, on massacre. Une bombe qui leur est tombée dessus. On massacre systématiquement l'humanité sous prétexte de la sauver. La seule manière, donc ça veut dire qu'on va sauver une partie qui s'appelle l'élite. Et puis cette élite, on l'a vu de quoi il s'agissait. Quand il faut sauver l'élite en massacrant le restant du monde, ça donne exactement le ton de ce que représente cette élite.
Alors, si on ne le voit pas, moi je suis pas, je suis pas magicien, je peux pas faire en sorte que quelqu'un le voie. C'est gros comme une maison, puis on le voit pas. Dans ma foi, qu'est-ce que tu veux? Alors pour en revenir à cette dame qui t'a répondu quoi déjà là? Oui, moi j'ai répondu que je. Non mais elle t'a demandé quoi? Elle m'a demandé si je cherchais quelqu'un. Voilà, si tu cherchais quelqu'un, elle aurait mieux fait avec diplomatie de me dire vous êtes dans un endroit où vous ne devriez pas être garé, vous êtes là pour longtemps encore, voilà. Oui, vous me dites, vous savez que vous êtes dans un parking privé. Je dis oui, je sais. Voilà. Ouais. Après, si elle veut savoir quand je pars, elle me demande. Je veux dire, la discussion peut être autre que de poser, d'ailleurs, on parle de ça pour donner un exemple de quelqu'un qui dit quelque chose pour dire autre chose. Non, mais en l'occurrence, là, ça n'avait pas de... Oui, mais c'est générateur de violence, parce que imagine deux personnes qui sont sur des positions différentes. Il y en a un qui croit que et l'autre... Alors, il y en a un qui va croire que tu as dit ça pour ça, l'autre qui va... Et puis, hop, ça peut créer une situation conflictuelle. Et finalement, les gens, ils se font la guerre, alors que c'est souvent sur la base de malentendus, quoi. Oui, puis ça crée le malentendu, en fait. Puis c'est surtout cette façon systématiquement de vouloir interpréter les choses. C'est-à-dire que systématiquement, si tu as dit quelque chose ça veut toujours dire quelque chose d'inférieur. Tu vois, tu souris à un enfant, ça cache quelque chose. Ça peut être c'est tout de suite l'idée du pédophile plutôt que qu'un bonhomme est en train de sourire parce qu'il voit quelque chose de beau, d'une innocence qui se passe devant lui. C'était le cas de mon père, j'en ai déjà parlé, mais je vais la redire là, puisqu'elle se présente exactement. C'est quand c'est une jeune fille de, je pense, de 12 ans, qui boit de l'eau à la fontaine, et puis mon père la regarde avec admiration, et le gendarme qui passe, qui lui dit « Allons, on se rince l'œil ». Et mon père lui répond « Oui, je me rince l'œil, mais c'est pas un œil de gendarme. » Tout simplement parce que lui, ce qu'il se rinçait comme œil, c'est qu'il voyait exactement ce qu'il a pu voir un homme comme Diogène, quand il a vu une jeune fille boire de l'eau à la fontaine dans sa main, il a jeté son écuelle qui lui était finalement pas nécessaire. Voilà cette attitude. Mais évidemment que le Pékin qui est là dans la suspicion, qu'il voit d'autre qu'une histoire à la con. Il ne peut pas faire autrement puisqu'il vit là-dedans, il baigne là-dedans, il laisse cette histoire. Alors, il est en quelque sorte il contient en lui tout le potentiel de toutes ces histoires. Alors est-ce que c'est pas dû au fait que la laideur a pris le dessus et que les gens ils ne peuvent voir qu'avec des lunettes déformantes et ils ont du mal à voir la beauté dans ce qui est beauté c'est une histoire de discernement aussi. Ben oui, mais pour pouvoir voir les choses avec les lunettes qui ne sont pas déformantes, c'est de nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre dans laquelle on est en train de jouer. En fait, c'est tout. Peu importe dans quel bouillon on baigne, peu importe les gens, le regard qu'ont les gens autour de nous, on doit conserver cette pureté. Ce qu'on doit conserver, c'est d'être toujours en regard. Et si on est mal interprété, etc., tant pis pour les autres, quoi. Oui, puis après, si on est mal interprété, il y a toujours des explications possibles pour retrouver une solution, mais il faut toujours que ce soit en rapport avec cette pensée de l'auteur de la pièce. Et pour élever les choses. Oui, pas pour les tirer vers le bas. Voilà, il faut toujours relever le niveau des choses, parce qu'autrement, on sombre. Ça sombre. Il n'y a qu'à voir les gens partent dans un bistrot pour s'amuser, ils vont rigoler, ils vont se distraire un peu parce que la journée était dure. Ça se finit par une bagarre à coup de poing sur la... J'entends ça en ce moment, on voit bien comment ça se finit. Là, il y a panique à bord pour la monnaie, pour l'or, pour si les gens... C'est le massacre par milliers, par centaines de milliers, de n'importe qui, femmes, hommes, enfants, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pourvu que ça déménage. Voilà, et puis encore un plaisir à le faire, poursuivant qui, il faut trouver des sbires, ils sont contents, tu vois. Donc,
plus t'es malade, mieux ça vaut dans ces conditions-là, etc. Là, on voit bien que c'est l'enfer, non? Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'attendre, de savoir où c'est l'enfer. Nous y sommes. On voit bien quand même. Oui, mais c'est l'enfer à l'extérieur. À présent, oui, mais tu peux rester en... Ça peut être le paradis à l'intérieur de l'homme. C'est quand tu es en enfer, tu y es. Après, ça ne veut pas dire pour autant que l'enfer est c'est une station, l'enfer. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Ouais. Donc tu peux très bien passer par l'enfer pour aller au paradis. Hein. C'est un transit. Je te dis de sortir de l'enfer. Celui qui n'en sort pas, c'est celui qui ne veut pas en sortir, malgré que Dieu veut l'en sortir. Alors, donc c'est clair qu'on peut faire du zèle de manière à rester systématiquement en enfer. En revenant sur cette histoire de malentendu, au sein d'un couple, c'est terrible le nombre de malentendus qu'il peut y avoir. Ça vient se multiplier tout simplement parce que au sein d'un couple, il y a toujours, en tout cas dans les débuts d'un couple, après, bon, avec le temps les choses se tassent, mais il y a de la passion. Et la passion, elle est aveuglante. Ce qui veut dire que c'est elle qui donne sa tonalité. Ce qui veut dire que quand on est passionné, on interprète toujours par rapport à cette passion. On n'arrive pas à rester dans le comment est-ce qu'il faut dire ça? Dans l'objectivité. Voilà, dans l'objectivité, c'est pas possible. Chaque parole devient de nouveau quelque chose d'autre. Et puis ci, et puis là. On n'en finit pas. J'ai vécu tout ça, je sais très bien ce que ça veut dire. Hein. Je pourrais y avoir passé personnellement à être dans le bouillon comme les autres d'ailleurs, par la même occasion. Je le connais ce bouillon, c'est pas un problème. Mais je veux dire par là, il y a un passage, je veux dire, il y a un moment où quand on voit la valeur que ça a, ça paraît ridicule et ça paraît impensable qu'on puisse en arriver là. Ça veut dire qu'il faut donc être affaibli, être dans une dégénérescence qui est grave. Et on en arrive. Ça revient toujours au fait qu'on vit depuis notre temps d'enfance. À l'école, on ne t'apprend pas à te rapprocher de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre. On te bourre le mot, le chou, là, pour que tu puisses être fonctionnel dans une société de machines. Qu'est-ce que tu veux te sortir d'auberge avec ce genre d'études? Plus tu vas à l'école, comme mon père me disait, l'école c'est pour apprendre à ignorer. C'est pas à peu près, c'est pas pour rigoler, je dis ça. C'est que c'est ça, c'est pas autre chose. Et tu vois, dans les couples, combien de gens on arrive à un conflit tel qu'ils arrivent à se séparer parce qu'ils sont dans cette espèce de marasme relationnel et ils en oublient l'essentiel en fait. Dès le départ, parce que finalement, la seule, comment est-ce qu'il faut dire, le seul motif de la rencontre, c'est souvent quelque chose qui rentre dans le cadre d'une attirance, d'une attraction qui, elle, rentre dans le cadre de l'aspect passionnel. C'est tout. Alors après, on peut enjoliver ça, y mettre des fleurs, tout ce qu'on veut, parce que c'est normal. Mais je veux dire, s'il n'y a que ça, puis quand ça disparaît, tout le monde se sépare. Puis je te dis, mais parce qu'il ne reste plus rien. Voilà, qu'est-ce que j'ai foutu là? Si c'est que la base, il ne reste plus rien. Puis tu vois des personnages actuellement, le nombre de couples qui non seulement se séparent, mais qui ont fait des enfants, des personnages qui, eux, voyaient ça d'une manière, l'autre de l'autre, ça se finit par des drames, chacun, il se tue, il se suicide, il se passe un cirque en ce moment qui est assez grave, disons que c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais pour tout le monde est en train de vivre quelque chose à temps. Et puis après, quoi, la passion, ça dure combien de temps? Il y a des paliers successifs d'une année, 2 ans, 3 ans, il y a 7 ans, puis 10 ans. Alors 10 ans, c'est vraiment le moment de la comment est-ce qu'il faut dire ça? Là, il n'y a plus rien, il y a tout qui a disparu. Alors quand tout disparaît, il faut qu'il reste quelque chose. Alors c'était ce qui reste, qui est censé, qui peut rester, c'est ce qui était le motif du mariage dans l'Antiquité. On se préoccupait pas de savoir si les deux personnages avaient de l'attirance l'un pour l'autre. Ce qu'on s'occupait, c'est s'ils étaient vraiment
faits l'un pour l'autre de manière assez épaulée. Compatible. Oui, de manière assez épaulée dans le cheminement de leur destinée. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, voilà. Alors tu me diras à présent, puisqu'on se croise de cette façon-là, fait partie de notre destin, bien sûr. C'est vrai, puisqu'on en est arrivé à une position comme ça, c'est normal qu'on en soit, qu'on arrive à ce résultat. C'est tout à fait juste. C'est écrit comme ça. Mais ça veut dire aussi qu'on peut donc s'en apercevoir. Tu vois, on peut donc le savoir et puis de ce fait-là le vivre différemment, même cette passion en question, même si cette passion devient quelque chose de relatif, et qu'elle l'est d'ailleurs dès le départ, et qu'elle est quelque chose de très provisoire, ça peut être vécu autrement, tout simplement, parce que toi, ta référence, tu ne vas pas la chercher dans des bas-fonds de ton subconscient, comme il dit, mais tu cherches à te mettre en accord, toujours avec l'équilibre universel, donc avec la pensée de l'auteur de la pièce. Ce que tu es en train de dire, que là où ça devient intéressant, c'est quand l'aspect passionnel s'estompe, qu'est-ce qui reste, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui reste entre un couple. Ouais. Et c'est ça le vrai amour. Ça, c'est le vrai amour. Oui, c'est le vrai amour, pas illusion. Oui, c'est ça. Voilà. L'illusion. La passion, c'est pas seulement une illusion, parce que ça déchire des cœurs, etc. Mais c'est pas l'essentiel. C'est illusoire par rapport à la vérité. Voilà, c'est ça. À la vérité en tant que telle. Voilà, c'est quelque chose qui disparaît, qui s'estompe, qui s'éteint, que tu te rappelles même plus d'ailleurs le nombre de personnages qui se sont battus dans ces passions et qui avec le temps se disent c'est pas possible qu'on soit aussi con. Et c'est ça, tu vois. C'est ça, on en arrive à ça pas systématiquement. Donc si tu as d'autres références, tu es en train de vivre même si tu es en train de vivre une passion, tu peux t'apercevoir de ce que tu es en train de vivre. Tu peux aussi vivre un véritable amour qui est passionnel. Tu peux avoir les deux. Oui, mais ça c'est de surcroît. Oui, de surcroît, c'est extrêmement rare, mais ça, bien sûr que ça arrive. Bien sûr, il y a des personnages qui ont vécu en même temps qui est le choix. Il y a des écrits intéressants là-dessus. Il y a Henri Bonfred qui a écrit un livre qui est intéressant, qui donne un exemple d'un couple qui s'est retrouvé donc qui vivait selon un cadre traditionnel bien précis, et ce couple, il s'est avéré qu'ils se sont retrouvés dans un aspect passionnel aussi, par-dessus. Abdi, l'homme à la main coupée. C'est ça. C'est Abdi, l'homme à la main coupée. Il faut aller lire ce livre, et ça donne une idée de ce qu'est véritablement de la valeur qui va au fond, qui est par-dessus tout l'ensemble de toute tout ce décor et de tout ce qui va se manifester. La manifestation. Voilà. C'est quelque chose, c'est merveilleux. Qui va toucher l'essence même des choses. Ils ont vécu quelque chose de beau. Ouais. Que ça se passe dans le drame, on est dans l'époque où le drame, tout se joue, c'est que des drames. Il y a un film là, chinois, hein, je crois, chinois ou japonais, je sais plus. In the Mood of the Love, je crois que c'est ça. Et c'est vraiment une histoire. Alors je sais pas si tu l'as vu ce film, si c'est ta conception de la beauté dans l'amour. Si c'est celle-là. C'est vraiment. Et ça serait intéressant que tu le vois pour nous dire ce que tu en penses. Je pense que ça a cette grandeur dont tu parles. Peut-être, peut-être. J'ai plus beaucoup de patience pour regarder de trouver le lien. J'essaierai de voir du film en entier, en français d'ailleurs. J'essaierai de te trouver ça pour que tu nous donnes ton avis, parce que c'est un film qui m'a assez touché. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était un beau film. Voilà. En plus, il y a une magnifique musique au violon. Là. Voilà. Donc les amours actuels, si ils se cassent la margoulette, c'est qu'ils sont basés sur des critères complètement subjectifs d'attirance physique, comment dire,
de fausses évaluations, tu vois, de mauvaises évaluations concernant les éventuelles complémentarités, etc., tu vois. Mais dans le temps, à une certaine période de l'existence de l'homme, les couples étaient choisis par des personnages extérieurs à ça. Mais c'était des personnages qualifiés, qui savaient que tel homme et telle femme pouvaient se marier parce qu'ils allaient se seconder jusque dans la direction où l'homme est censé aller. Donc il n'y avait pas de souci. Après, ça a viré de bord pour faire place à des considérations. Après, on mariait les gens parce qu'ils étaient de la même classe sociale. C'est-à-dire, on ne mariait pas un pauvre avec une riche ou inversement, parce que ça n'allait pas pour conserver la fortune. Donc là, on avait perdu pied, l'affaire était close. Là, c'est dégénérescent. Là, c'était foutu, c'était fini l'histoire. Bon, après, oui, il fallait quand même respecter l'histoire des classes, des castes, pardon. Oui, mais les castes n'ont rien à voir avec les classes sociales. Ouais. Les personnages qualifiés connaissaient le phénomène des castes, ce qui veut dire que... On mariait quelqu'un de qualifié avec quelqu'un de qualifié. Voilà, où ils allaient avoir ce qu'il fallait pour former un couple véritable. Donc, à partir de là, qu'un soit riche, l'autre soit pauvre, ou qu'ils soient tous pauvres, tous riches, c'est pas ça le problème. Le problème, c'était cette compatibilité qui faisait que ces deux personnages allaient former un couple qui allait dans la direction où il faut aller. Et voilà. On rappelle que la qualification, plus on est haut dans la caste, plus on est près de Dieu, en fait. C'est ça qui, c'est la référence, elle est là. Voilà, c'est une maturité. Alors. C'est une histoire de proximité avec Dieu, tu vois. Si on mettait deux personnes, parce que le mariage, c'est la moitié de la religion, c'est-à-dire la moitié du chemin. Si on mettait deux personnes qualifiées ensemble, c'était pour qu'ils aillent jusqu'au but, qu'ils y arrivent au mieux. Oui, parce que j'imagine que de mettre une personne qualifiée avec une autre qui ne l'était pas, ça retardait le schmilblick, quoi, tu vois. Oui, on peut. Je dirais que tout le monde est qualifié, puisque tout le monde est venu sur Terre, enfin, toute personne qui est venue sur Terre donc est qualifié pour suivre le chemin qu'il doit suivre. Mais l'histoire, c'est une compatibilité dans le sens que on est là avec des possibilités qui permettent que l'on se seconde constamment. On n'est pas en train de tirer un boulet d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà. Parce que l'attraction, la force de l'apesanteur, la loi de l'apesanteur, c'est lourd à trimballer. Et les plus graves mariages, tu vois, par exemple, pour parler dans l'hindouisme, le mariage le plus grave, le plus dangereux, c'est un paria avec une brahmane. Pourquoi? Parce qu'une brahmane est là, elle est positionnée d'une certaine manière. Le paria, il est hors jeu, à quelque part, sur ce plan-là. Mais par contre... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais parce que c'est une histoire... Puis sauf exception. Attends, oui, et puis c'est une histoire de degré d'évolution. On n'est pas au même degré d'évolution. Non, mais je dis où c'est dangereux, là, oui. Mais attends, excuse-moi de te couper. Excuse-moi, parce que là, je voudrais quand même... On n'est pas au même degré d'évolution, mais la personne qui est en dessous, y arrivera aussi. C'est une histoire de temps. Voilà, simplement dans ces conditions, un mariage fait dans ces conditions-là est un mariage qui met tout de son côté pour arriver à une faillite. Tout simplement parce qu'il y a un rôle qui se fait dans un couple entre l'homme et la femme. Et la femme se fera tirer par le bonhomme. Et le bonhomme, s'il est en dessous, il la tirera contre en bas. Vers le bas. Et les enfants qui naissent de ces couples sont des personnages qui sont perdus en eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas retrouver leur centre. Parce qu'ils sont dans un tiraillement. C'est un peu comme le métissage. Voilà, le métissage c'est pareil. Mais par exemple, c'est pointu de discuter de ça parce que c'est vite pris par le traviole. Donc ça veut dire, le métissage, pourquoi est-ce qu'on ne mariait pas des gens de races différentes? C'est pas par racisme ou par préjugé, c'est pour préserver le génie de la race. C'est pour ça qu'on faisait ça. Voilà. Et là, en l'occurrence, le phénomène des castes en question dont on parlait tout à l'heure, c'est ça. Il faut être respectueux du génie de cette caste
de manière à ne pas embrouiller les pistes, de façon à ne pas compliquer les choses au-delà des limites possibles, alors que c'est déjà suffisamment ardu de suivre la route qui mène à la libération. Et pour ne pas diluer les qualifications de chacun. Oui. C'est ça? Oui, par la même occasion, secondairement, mais c'est ça, bien sûr. Voilà comment ça se passe. Donc c'est par respect. Oui. C'est pas par préjugé, c'est par respect. C'est quand on met de l'eau dans le vin, ça... Ah ben l'eau dans le vin, elle n'améliore pas le mauvais, puis elle gâte le bon. C'est comme toujours. Donc il y a quelque chose. Après, c'est difficile de se faire comprendre dans le sens qu'il y a tellement d'idées reçues actuellement que si tu dis ça, tu as l'impression de toujours amoindrir les uns pour profiter des autres. Moi, c'est pas du tout ça de ce dont je parle. Je veux simplement parler de ce respect de génie qui nécessite, c'est ce qui est c'est cette attitude-là, dans le respect du génie d'une classe ou d'une race, c'est l'homme se doit d'être dans ce respect. Alors, et puis ceux qui choisissent les couples, ils le faisaient en rapport à ce respect-là. Voilà, après, ça a disparu pour laisser place à des guignoleries qui, elles, ont fait que ces guignoleries, ça aboutit simplement à tout rejeter. Comme je disais, comme d'habitude, on jette le bébé avec l'eau du bain, ce qui veut dire qu'à présent, chacun fait son choix comme il a envie, et puis c'est ses désirs, ses envies qui l'emportent. Et puis le restant, je comprends, parce que ce qui a été imposé étant faux, tu vires tout. Simplement, si on veut avoir la mémoire, et puis si on veut aller sonder plus loin, d'où est parti ce mouvement qui, lui, s'est détérioré pour donner naissance à un mouvement qui, lui, est une détérioration encore plus forte. Alors effectivement, ça fait de beaux enfants, mais ça, c'est l'aspect... illusoire du truc. C'est toujours une vision des choses qui est superficielle. Tout à fait, mais ça, par contre, ça fait des enfants complètement perturbés. Puisqu'ils ont ces deux centres dont on a parlé. Oui, ils sont bien obligés d'être perturbés. Déjà. Il y a deux cultures qui se heurtent. Alors, double culture, double religion la plupart du temps. Et puis il y a un heurt qui est inévitable. À présent, je ne vais pas dire que c'est... On ne peut pas revenir à une autre époque que celle dans laquelle on vit. Donc on est obligé de vivre ce que l'on vit avec ce qui se présente, avec l'ensemble. On est dans cette pétaudière. On ne peut pas la changer. Et comme la meilleure situation pour l'homme, c'est dans laquelle il se trouve, on ne va pas changer quelque chose. Ce que l'on peut changer simplement, c'est la notion des choses. Savoir pourquoi une chose est comme ça plutôt que comme ça, qu'est-ce qui se produit, pourquoi, etc. Et actuellement, c'est comme dans n'importe quel moment, si on ne veut pas perdre pied, il faut s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre dans laquelle on joue un rôle, et c'est la seule chose qu'on ait à faire. Le restant, c'est des considérations, oui, il y a si, mais c'est de la discussion qui n'aboutit de toute façon, qui nous amène à nulle part. Alors, ce mélange de races, c'est sûrement une histoire de mélange de sang. Mais par exemple, quand deux personnes sont de religions, par exemple, différentes, ou de races différentes, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un énorme respect, une compréhension de l'autre, etc., ça pourrait pas être... ça pourrait pas faire en sorte que ça puisse être possible? Le respect, la compréhension de l'autre, là on rentre dans des considérations individuelles. Le respect, ça veut dire respecter, mais par rapport à quoi? C'est comme toujours, c'est le respect, tout doit être fait au regard du principe universel. Comme je reparle de nouveau, toujours de cette volonté de Dieu. Pourquoi deux personnes, par exemple, qui sont pas de la même religion, pourquoi s'ils sont pas intelligents et s'ils sont pas respectueux, ok, ça marche pas. Mais s'il y a ce respect, cette intelligence et cet amour, est-ce que ça peut marcher? Bien sûr. Bien sûr. Après, il y a des traditions, des endroits ou des lieux ou des mœurs
qui sont très absolus là-dessus, mais par exemple en Inde, un personnage peut avoir une... Tu vois, il y a les bras, les Vishnus, Shiva, il y a une montagne de personnages différents. Qui peut ne pas avoir la même religion, on pourrait dire, que son père, ne pas aller dans le même temple, il n'est pas dans la même... Et ça ne pose pas de problème. Ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème, du moment que chacun en suit une vraiment. Puisqu'elles sont toutes issues du même principe. Où est le problème? Le problème, il est dans un marasme comme le nôtre, où chacun peut prétendre à suivre une religion ou une autre, mais en réalité, c'est même pas ce que c'est. Alors ça, c'est un autre sujet. Là, c'est des conflits de clochers qui se jouent sur le terrain le plancher des vaches, comme on dit. Mais autrement, ça n'a aucun sens. Entre un mari et une femme, peuvent faire partie de mouvements très différents en Inde. Tu vois, donc ça peut marcher. Puis même, je veux dire, ça va plus loin, ça, en Inde. C'est qu'eux, ils sont représentatifs de quelque chose, l'Inde, à ce sujet-là. C'est cette tolérance sur le plan religieux. Et un prêtre peut aller officier dans un temple, un adepte de Vishnu peut aller prêcher dans un temple de Shiva. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Alors, comment se fait-il que dans des religions comme le judaïsme, l'islam, le mariage interreligieux, c'est vraiment déconseillé? Oui, parce que c'est plus possible. C'est possible que dans un milieu ou c'est des personnages qui ont une maturité déjà à quelque part. Actuellement, on arrive à une telle décadence que si tu mets pas tous les atouts de ton côté, déjà même avec tous les atouts, actuellement tout est cuit, on voit bien. Dis, comment ça se fait que les gens arrivent à s'entretuer? Faut m'expliquer. Qu'est-ce qui peut faire qu'on s'entretue? Oui, mais alors ça veut dire qu'on tombe systématiquement dans un esprit de communautarisme, alors, puisque il faut être ensemble, avoir la même religion pour pouvoir se comprendre. Non, ça veut dire simplement que on va essayer d'éviter les conflits. Donc le conflit qui va émerger parce que celui-ci suit telle route, puis l'autre telle autre, va pas pouvoir apparaître puisqu'on suit les deux la même route. Donc on en a déjà une de gagner, puis etc. Mais j'entends, c'est en désespoir de cause. Oui, c'est en désespoir. En Inde, je peux en venir à l'Inde, normalement, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, que tu sois de n'importe quelle tradition, il y a la place pour toi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu y sois. Dans l'islam originel, à l'époque du prophète, c'était ça, hein, le respect de je pense bien que ça peut pas être autre chose. Toutes les religions, même les gens qui ne croyaient pas, le prophète Mohammed les acceptait. Alors, c'est pas pour rien qu'il est bien spécifié que ne n'oublie pas que Dieu est autant ton ennemi que toi, ce qui veut dire même quelqu'un qui est ton ennemi, et Dieu l'est autant que toi. Donc attends, on va où là? Alors tout d'un coup on fait un conflit puis on va prétexter que celui-ci il n'a pas le droit de vivre puis l'autre oui, mais c'est quoi cette histoire? Donc c'est de la démence, alors on est dans la démence, Donc qui se ressemble s'assemble pour potentialiser les possibilités d'accéder à quelque chose de supérieur, pas pour aller vers l'inférieur. Actuellement c'est l'inverse qui se fait justement. C'est qu'il y a justement une collectivité. L'union fait la force pour faire la guerre. Pour démolir ce qui est beau. Donc plutôt l'union fait la force pour aller vers Dieu. C'est normalement ça. Hein. Et comme on a renversé la vapeur, la vapeur elle est renversée à tous les étages. Ouais. Et tout ça, tout simplement, par la perte de vue c'est on peut dire la perte d'avoir lâché le fil d'Ariane, etc. Il y a du bruit ici, hein? Oui, on est dans le vent, là. Il y a du vent, du bruit. Ouais. Le petit chemin, c'est quand même mieux, hein? Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que on était un peu loin, c'est ça. Merci beaucoup. Toujours avec plaisir. Et à très bientôt. Joli, bien sûr. Allez, au revoir. Ouais.